Et il va y avoir la création donc, d'une ITE, installation terminale embranchée, entre Gondrecourt-le-Château et la zone des Cendries. Donc ça, ce serait 14,7 km de voies qui pourraient être mis en service également d'ici fin 2020. Et il va y avoir plusieurs types d'installations. Une plateforme multimodale conventionnelle à Gondrecourt sur une ancienne friche industrielle qui servirait ensuite de zone tampon. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière zone tampon? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils achemineraient à terme des déchets jusqu'à cette plateforme? Je ne sais pas vous dire, je n'ai pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire cette zone tampon. Ensuite, il y aura un terminal conventionnel pour les fret et matériaux sur la zone des Cendries et un terminal nucléaire intégré à CIGEO pour l'acheminement des déchets nucléaires. Donc ça, c'est le même type de terminal ferroviaire qu'il y a à Valognes. Là où il y a eu le camp de Valognes, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, à proximité de La Hague. Donc là, une image un petit peu plus zoomée. Ça, donc c'est les fameux 14 km de voies ferrées. Ici, c'est la plateforme conventionnelle multimodale de Gondrecourt. Là, ce serait du coup le terminal conventionnel fret et ensuite à côté le terminal nucléaire. Là-dessus, est-ce que tu as très vrai? La commune est très vraie. Parce que c'est très intéressant quand on traverse, quand on rentre dans très vrai, on s'aperçoit que la ligne des chemins de fer existants et à coller tout près à des maisons. Il n'y a même pas des poids, même pas 2 mètres de la maison. Elle est en vente, bien sûr, parce que je pense que tout le monde faudrait essayer de se débarrasser des maisons qui sont sur cette ligne-là. Et c'est hallucinant d'imaginer qu'il y a des habitations tout près, une ligne qui sera mise en service avec du transport nucléaire. C'est le cas à Ligny, Vlaine et les maisons aussi contre la voie. Oui, tout à fait. Et nous, les chemins de fer, ils passent même devant des entreprises. Bah oui, ils traversent la ville en deux. Et du coup, se pose la question de quelle stratégie l'Andra va souhaiter adopter en fait. Est-ce qu'elle va essayer de faire pression sur les gens qui vendent en amont ou est-ce qu'elle va aller jusqu'à une procédure d'expropriation? Il y a fort à parier qu'ils essaient d'acheter les terrains, mais du coup, vu toutes les maisons et les terrains alentours, ça risque de faire un sacré paquet de fric. À Ligny, c'est déjà pas possible. Ça traverse une entreprise. Ça traverse une entreprise. Parce qu'avant, ils étaient livrés par train, la voie ferrée, à ne pas se mettre de notre part. Bah, très concrètement, je ne sais pas comment ils vont. C'est possible. Ils peuvent faire des. Bah, c'est l'État, hein, c'est les impôts, c'est. Bah non, mais pour le nucléaire, a priori, on ne compte pas. Donc là, c'est une autre image zoomée qui montre un peu, du coup, certains ouvrages d'art et les numéros 9 et 10. C'est marrant parce que même dans les documents de l'Andra, ils appellent ça le dit la gare. Donc là, c'est la gare. La gare. Ouais, c'est la gare de Luméville qui est là, en fait, qui est actuellement occupée par des opposants. Et on peut déjà constater des mouvements sur les voies ferrées, puisqu'il y a quelques travaux préparatoires qui ont déjà commencé. Voilà, je vous ai mis des exemples de bornage et puis aussi de mesures sur les voies ferrées. Alors ça, on en est à ce stade juste au
stade des travaux préparatoires, en sachant que sur toute la ligne, ils vont mettre des forages. Ces forages doivent être officiellement, ils doivent être déclarés. Donc c'est intéressant d'aller faire régulièrement un tour pour vérifier l'avancée ou non de ces travaux. Évidemment, tous ces travaux et ces transports, que ce soit pour le chantier ou ensuite pendant l'exploitation, vont entraîner des nuisances et des impacts importants. Déjà, c'est tout un territoire qui va être modifié et ce serait peut-être pas mal à l'occasion qu'on arrive à modéliser ça. Il va évidemment y avoir un impact important sur le cadre de vie et le paysage. Un impact sur le foncier. Je disais, Franck, il y a par exemple à Trévray, les maisons qui sont à côté de la voie ferrée sont d'ores et déjà à vendre, parce qu'évidemment, qui va vouloir concrètement acheter des maisons qui seront ou continuer à vivre dans des maisons qui vont être à proximité d'une installation avec des déchets aussi dangereux ou des transports aussi dangereux. Et puis, un impact très important sur la santé et la sécurité de la population, avec évidemment des nuisances sonores importantes, des poussières, des va-et-vient incessants de camions et de trains, et puis quand il y aura des transports radioactifs, nuisances sonores toujours, va-et-vient incessant, et plus risque d'irradiation, risque d'accident, etc. Alors, les riverains conservent encore, heureusement, quelques droits face à l'ANDRA. Il y a un peu deux situations. La première, c'est l'ANDRA ou ses sous-traitants d'ailleurs, ça peut être la SNCF, des sous-traitants de la SNCF, etc. Elle peut chercher à pénétrer sur un terrain. Alors pour y faire des relevés, pour y faire des prélèvements, etc. Alors, comme c'est une agence d'État, elle a le droit, mais elle a le droit de le faire, pas dans n'importe quelle condition. Il y a une vieille loi qui date de 1892 qui protège les propriétés closes. Alors, c'est la loi sur la propriété privée. Désolé, on l'utilise quand même quand on peut. Cette loi explique qu'il doit, pour pouvoir que les sous-traitants de l'ANDRA, en tout cas les pouvoirs publics, pour pouvoir pénétrer sur une propriété, il doit y avoir un arrêté qui a été édicté, un arrêté préfectoral. Cet arrêté, il doit comporter tout un tas de mentions très précises. Il doit comporter tout d'abord précisément pour quels travaux. L'arrêté autorise la pénétration sur les propriétés privées. Les surfaces sur lesquelles cette pénétration doit porter, la nature, la durée de l'occupation et la voie d'accès. Cet arrêté doit être accompagné d'un plan parcellaire, donc un plan avec les parcelles sur lesquelles les différentes parcelles sont teintées d'une couleur pour qu'on puisse les voir. Ensuite, cet arrêté doit avoir obligatoirement été affiché 10 jours avant l'occupation du terrain. Il doit être présenté sur toute demande et le propriétaire doit avoir été prévenu 5 jours à l'avance par voie recommandée que l'ANDRA ou des sous-traitants vont arriver et pénétrer sa propriété privée. Enfin, il n'est valable que 6 mois. Et ça, c'est, il me semble, des informations qui sont essentielles à diffuser aux habitants qui pourraient être concernés par des futurs travaux, parce qu'en pratique, en fait, les exploitants ne respectent pas forcément, ils sont assez légers, on l'a vu dans les dernières années sur la réglementation. Et donc, si par exemple l'arrêté n'a pas été affiché 10 jours à l'avance, ou si la personne n'a pas été prévenue par voie recommandée, ou si l'arrêté a plus de 6 mois, il n'est plus valable. Donc c'est très important que les habitants soient au courant et aient ces informations pour pouvoir exiger cet arrêté. Si les sous-traitants ou l'ANDRA ne disposent pas de cet arrêté et ne peuvent pas le présenter, ou s'ils ne respectent pas toutes les conditions que je viens d'énumérer, les habitants sont en droit d'exiger que l'ANDRA quitte leur propriété privée. Ça a quoi comme intérêt ? Ça a un peu l'intérêt de gagner du temps, de pouvoir
prévenir des gens autour et éventuellement de venir protéger le terrain, la maison en question. Et puis la deuxième configuration, c'est quand l'Andra va chercher à négocier et va essayer de me proposer la signature d'une convention pour vendre son terrain, pour vendre sa maison. Alors, soit ils peuvent d'abord vous contacter en vous proposant des rendez-vous. Et bien évidemment, l'idée c'est de refuser ces rendez-vous. Mais bon, comme ils ont peur de rien, ils peuvent aussi se présenter, et c'est ce qu'ils font, se présenter directement au domicile des personnes concernées, malgré le refus des habitants de négocier. Il faut bien savoir que rien n'oblige quiconque à les accueillir. Quelqu'un qui refuse de négocier avec l'Andra n'est pas dans l'obligation de lui ouvrir sa porte. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'est important de diffuser au maximum cette information. En fait, quand Hans vient toquer à la porte, les gens ne sont pas obligés de le recevoir, même s'il fait flipper. Et donc, évidemment, essayer autant que faire se peut de ne pas céder aux menaces et aux tentatives d'intimidation. C'est pour ça que c'est important de prévenir des gens aussi, parce que tout seul, c'est assez difficile quand on a un mastodonte comme l'Andra qui vient essayer de faire pression et menace. Ça peut parfois aller jusqu'à des menaces de poursuite en justice, si les gens n'ouvrent pas leur porte, etc. Il n'y a aucun délit de ce type qui existe, c'est des affabulations. Le réflexe à avoir est de prévenir les associations et opposants si l'Andra cherche à négocier. Concrètement, en fait, s'il y a des propriétaires qui refusent, le préfet sera alors dans l'obligation de lancer une procédure d'expropriation. Ça permet de gagner du temps, ça nécessite du coup une procédure spécifique de déclaration d'utilité publique, d'enquête publique, etc., qui sont encore des moyens d'intervenir, en tout cas des moments où peut se cristalliser une opposition. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer à une série de questions-réponses. S'il y a des choses que vous souhaitez que je précise, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, et puis également un temps de débat. L'idée n'étant pas que juste que je réponde à des questions, mais que si vous souhaitez donner de l'information, rebondir, apporter des propositions, répondre à la question mais qu'est-ce qu'on peut faire, vous êtes les bienvenus.